Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne du Figaro TV. Notre dossier du jour est consacré à la Tour Eiffel, ce bâtiment emblématique de notre capitale qui semble fragilisé selon un rapport de la Cour des comptes. En culture, on s'intéresse aujourd'hui à une exposition exceptionnelle sur Jacques-Louis David au musée du Louvre. Et enfin de la gastro, le campus Le Cordon Bleu fête ses 130 ans cette année. Pour l'occasion, un concours culinaire d'exception était organisé. On en parle en fin d'émission. La Chambre régionale des comptes juge la SET, la société d'exploitation de la Tour Eiffel, conforme mais structurellement fragile. Malgré la hausse des tarifs et la recapitalisation, le modèle économique reste déficitaire à long terme. Alors la Tour Eiffel est-elle financièrement menacée? Pour en parler en plateau avec nous, Aurélien Véron, vous êtes conseiller de Paris et porte-parole du groupe Changer Paris. Et Enguerrand Armanet, vous êtes journaliste web Écho Le Figaro. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, Enguerrand, une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le modèle économique sur lequel repose la Tour Eiffel? Alors la Tour Eiffel, ses principales revenus, ses principales recettes sont les recettes issues de la billetterie, qu'elles soient en ligne ou au guichet. Mais donc derrière ce symbole mondial, et c'est un des monuments les plus visités de France, il y avait presque 7 millions de visiteurs annuels. La billetterie a engrangé énormément de recettes en 2024. Malgré tout, la SET, donc la société qui gère la Tour Eiffel, aligne les déficits chaque année, les déficits d'exploitation, depuis maintenant la crise Covid. Parce que la crise Covid, c'est marqué quand même un jalon. Il y a eu 12 mois de fermeture, pas consécutive, mais sur les deux confinements, il y a eu 12 mois de fermeture. Donc 12 mois pendant lesquels la SET n'a pas pu engranger ses recettes. Et ça, c'est quelque chose qu'elle paye encore. Il y a eu aussi un coût des rénovations dont on va parler qui a explosé au fur et à mesure des années avec les normes de peinture, les normes de contrôle du plomb. Et donc voilà, on a cette situation un peu étrange, un peu ubuesque, où on a le symbole du tourisme français qui fait encore venir des millions de visiteurs chaque année, qui n'arrivent pas à être rentables juste sur ce business model. Mais alors là, justement, on a fait un état des lieux de la situation, mais concrètement, quelle est la part de la ville et quelle est la part du privé dans la gestion de la Tour Eiffel? Alors, la ville est actionnaire à 99% de la société. Après, c'est une société publique, donc arrêtez-moi si je me trompe, mais elle se gère complètement toute seule. Ce qu'il y a quand même, c'est qu'il y a déjà eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a pointé un défaut de contrôle des charges de la SET en 2016. Et donc en 2016, il y a eu deux comités qui ont été mis en place, un comité d'audit et un comité stratégique, qui sont présidés donc par l'actionnaire majoritaire, la ville de Paris, et qui, lui, est censé contrôler justement la bonne gestion de la SET. Voilà, alors c'est quelque chose qui a été mis en place en 2016 et qui, je crois, peine encore un peu à porter ses fruits, puisque la Chambre régionale des comptes, la CRC Île-de-France, pointe déjà encore aujourd'hui un contrôle qui n'est pas suffisant, quoi. Voilà. Alors concrètement, Aurélien Véron, donc la ville est à la fois propriétaire, actionnaire et régulateur. Or, la CRC estime que ce contrôle est largement défaillant. Est-ce que c'est une situation tenable, ce genre de modèle de gestion pour la Tour Eiffel ? En tout cas, c'est un modèle très préoccupant. Préoccupant sur le plan matériel, parce que la rouille a gagné et que la mairie, comme la voirie, comme beaucoup de sujets, a laissé une phase d'entretien prévue sauter. Donc ça a été reporté à 2020, la restauration régulière de la Tour Eiffel, préconisée par l'ingénieur Eiffel lui-même. Et on s'est rendu, alors en 2020, le Covid est arrivé, et on s'est rendu compte que la rouille avait déjà attaqué sérieusement la structure. Des photos sont sorties, des ingénieurs, moi je ne suis pas ingénieur, mais des ingénieurs structure ont jugé l'état de la rouille préoccupante. Donc ça, c'est l'état matériel de la tour. Après, il y a l'aspect financier. Et effectivement, la mairie de Paris a fait une vache à lait de la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'elle saigne la Tour Eiffel en augmentant la redevance qui était de 8 millions d'euros avant le Covid, qui est passée à 50 millions d'euros. Figurez-vous, c'est plus d'un tiers des revenus annuels, des recettes annuelles de la Tour Eiffel, que la Tour Eiffel doit verser à la mairie de Paris, parce que la mairie a besoin de dépenser ça pour tous ces tiers-lieux, ces ZAD et ces projets un peu exotiques. Mais à côté de ça, elle laisse la SET, la Société de la Tour Eiffel, l'exploitation de la Tour Eiffel, s'endetter. Donc la Tour Eiffel verse beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'avant à la mairie de Paris, pour que la mairie le dépense, en échange de quoi la Tour Eiffel s'endette, et cette dette, par magie, par construction, n'apparaît pas au bilan de la ville de Paris. Donc la SET creuse la dette que la mairie dépense, et c'est de l'argent cadeau pour la mairie qui n'apparaît pas dans sa dette, et donc la mairie peut comme ça, et la SET n'est pas la seule structure en la matière. La mairie vide les caisses et endette toutes les structures municipales autour d'elle pour dépenser l'argent tout de suite, et après les prochaines générations paieront les dettes. Alors le problème de la gestion de la Tour Eiffel n'est pas nouveau. Écoutez ce que disait Rachida Dati il y a un an sur le sujet.
La situation matérielle et financière de la Tour Eiffel est extrêmement inquiétante. Avec cette délibération, Anne Hidalgo veut augmenter la dette de la ville de Paris pour financer la Tour Eiffel, qui est en forte difficulté financière. Alors, qui va payer? Comme toujours, les Parisiens d'abord. Ensuite, qui va payer? Les usagers, puisqu'ils paieront le ticket d'entrée 20% plus cher. Les travaux de rénovation dont les montants sont sous-estimés, ne seront pas réalisés. Donc tout ce que vous dénoncez, c'était déjà ce que dénonçait Rachida Dati. Donc en fait, depuis un an, rien n'a changé. J'imagine que ça avait commencé bien avant. Les travaux avancent très doucement, on est très en retard. Donc la rouille continue à gagner sur les espaces qui n'ont pas été restaurés. Donc l'État est préoccupant. Mais elle est menacée, c'est-à-dire elle peut s'effondrer. La CRC a jugé les comptes. Et les comptes sont aussi mauvais état que la rouille de la structure. Donc en fait, il y a un laisser-aller. La dette qui se creuse, la redevance qui explose et des comptes qui ne sont pas tenables. Je lis dans le rapport de la CRC, elle dit que le résultat négatif de l'année 2031 dégrade les capitaux propres de l'asset, c'est-à-dire ses fonds propres diminuent. Qui est l'actionnaire? La mairie de Paris. On est proche du seuil d'alerte en fin de concession. Le moindre écart aux prévisions déclenchera un nouveau besoin de recapitalisation en 2031. Donc la mairie se goinfre en creusant la dette de l'asset, mais à la fin, elle va devoir payer. Mais en 2031, après moi le déluge, on verra qui paye les pots cassés. Mais alors, qui est le plus en cause? C'est l'asset ou c'est la mairie, finalement? Je vais vous demander si pour vous, si c'était pas simplement un juste retour à l'envoyeur, puisqu'il y a eu 2 recapitalisations de l'asset. En 2021 et en 2024, une première de 60 millions et une deuxième de 15 millions, donc abondées par la mairie de Paris. Et les redevances à la mairie de Paris, elles dépassent pas, elles ont été jusqu'à 18 millions en 2023, je crois. Donc. 15 millions en 2022, 18 millions en 2023, donc sur la somme des années, ça rattrape largement. Est-ce que ces redevances à la mairie de Paris ne sont pas juste finalement un simple retour du capital à la mairie de Paris qui avait recapitalisé l'asset? 50 millions par an, ça veut dire dans les 10 prochaines années, c'est 500 millions qui vont partir de la caisse de l'asset. Donc il y a quand même une augmentation. On sent une navigation à vue, parce que c'est vrai que vous soulevez un vrai sujet. Vous ne pouvez pas recapitaliser une entreprise que vous saignez, qu'elle laisse quand même s'endetter, parce que 90 millions de dettes, c'est pas rien pour l'asset. Bientôt, ça sera sans doute plus de 100 millions. Donc ça veut dire qu'elle laisse s'endetter l'asset. Elle s'est rattrapée parce que 2022, 15 millions, 2023, 28 millions, là 50, donc ça 18 millions, là 50. Donc déjà, elle s'est largement remboursée en 3 ans. Et maintenant, c'est 50 millions par an. Donc c'est une navigation à vue qui est un mouvement de panique financière qu'on retrouve dans tous les organismes de la mairie de Paris, où les bailleurs sociaux, évidemment, à grande échelle, mais beaucoup d'autres organisations se voient contraintes au même montage financier. On est sur une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'on endette partout de la dette qui est cachée, dont la mairie est solidaire. Si l'asset fait un jour défaut, vu les revenus, on en est loin, mais la recapitalisation montre qu'il y a un risque quand même de franchir la ligne rouge, et bien c'est la mairie à la fin qui doit payer la dette. Donc on parle de recapitalisation. Et après la mairie, évidemment, le contribuable. Et après c'est le contribuable. Donc les contribuables à les poches profondes. Donc il faut s'attendre avec cette mairie à voir les impôts locaux remonter très brutalement, comme on a connu la taxe d'habitation il y a 3 ans. Et bien ça va recommencer parce qu'ils sont dans une fuite en avant de dépenses, de plans de dissimulation de dettes, qui ressortiront un jour, parce que cette dette, il faut la payer un jour. Donc ce sont des impôts futurs. Donc cette fuite en avant, elle va retomber sur le Parisien qui devra payer tout ça un jour. Donc c'est une dissimulation comptable qui me paraît plus que douteuse. Enfin, je vous suis, mais c'est vrai que ce qui a mis l'asset dans la difficulté en priorité, c'est d'abord sa gestion de la masse salariale. Absolument. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Parce qu'il y a eu des augmentations de salaire de 17%, l'augmentation du salaire moyen depuis 2019 jusqu'en 2024. Il y a eu une augmentation d'effectifs aussi. Comment on explique ça? Et on explique ça sur la Tour Eiffel. Il y a eu des nouvelles missions. La CRC est assez claire. Le salaire moyen des employés de l'asset sont supérieurs, ces salaires moyens sont supérieurs à la moyenne des cadres en Ile-de-France, qui sont les salaires les plus élevés de France. Donc ils ont des revenus plutôt confortables. Des primes sont déclarées par la CRC sans justification ou sans travail adéquat. Donc ça veut dire qu'il y a des primes offertes gratuitement. On limite les places réservées en ligne pour justifier des maintiens de caisses physiques. Donc il y a manifestement une masse salariale qui est hors de contrôle. Après, tant mieux pour ces agents. Mais c'est à la fin, comme la dette est creusée, qu'un jour, ça sera le Parisien qui paiera, un peu de rigueur s'impose. Surtout que les agents de la mairie de Paris, et boueurs policiers, eux, sont plutôt beaucoup moins bien payés et ont des missions
aussi importante, voire plus importante pour le quotidien des Parisiens. Donc il y a une sorte d'inégalité de traitement entre les agents de la mairie qui font des métiers lourds et les agents, les salariés de l'A7 qui sont très bien rémunérés. D'ailleurs, qui n'ont pas fait, quand ils ont fait grève il y a 2 ans, c'était pas pour leur propre rémunération, ça aurait été assez indécent. C'était pour leur crainte de voir leur outil de travail se casser la gueule. Donc ils mettaient le doigt sur les questions de rouille, de manque d'entretien. Ils ont fait grève longtemps, rappelez-vous. Ça a coûté d'ailleurs assez cher à l'A7 qui a dû faire des pertes à cause de ça. Et pour l'image du monument aussi, là, pour le coup. Et l'image du monument. Et en plus, si vous arrivez, moi je suis allé récemment à la Tour Eiffel, d'abord c'est cette muraille de verre hideuse, vous ne pouvez plus vous balader sous la Tour Eiffel, ce qui est quand même un plaisir pour les Parisiens. Donc c'est une installation complètement grotesque, qui est injustifiée, pourrait mettre des queues sur les côtés très organisées, en laissant l'accès libre sous la Tour Eiffel. Quand vous sortez du tourniquet, vous avez des meutes de vendeurs à la sauvette qui vous sautent à la gorge, mais littéralement, moi, ils m'ont pris par le bras, mes Tours Eiffel. Je suis un homme, je ne suis pas le plus craintif, mais la nuit, ça fait peur. Et on connaît les agressions dans le Champ de Mars assez régulières et assez violentes et graves. Et donc, c'est une ambiance qui est anxiogène, qui gâche le plaisir des Parisiens, qui est au service d'un argent à court terme. Et en plus, on voit que l'argent fuit comme une coque complètement rouillée, quoi, et rouillée comme la Tour Eiffel d'ailleurs. On reviendra plus tard sur tout l'aspect sécuritaire évidemment, mais donc vous dénoncez une vision court-termiste, mais justement à court terme il va falloir quand même quelques mesures pour sauver la viabilité financière de la Tour Eiffel. Par exemple, est-ce que augmenter le prix des billets, ça a souvent été reproché ou pointé du doigt, le prix des billets qui est plus bas que dans d'autres capitales européennes par exemple, est-ce que c'est une solution d'augmenter le prix des billets ? Rachida Dati a proposé que les monuments nationaux, pas municipaux mais nationaux, aient un tarif différencié par exemple pour les touristes qui ne sont pas de la zone de l'Union européenne, ce qui se fait dans beaucoup de pays. Ça peut être une source de revenus complémentaire. Mais les Parisiens aujourd'hui doivent payer un prix très cher s'ils veulent prendre l'ascenseur, c'est quand même exorbitant, et ils veulent continuer à augmenter ce prix pour financer leur montage financier. La deuxième solution que Rachida Dati, la ministre de la Culture, a proposée, c'est de classer ce monument, qui n'est pas classé monument historique. C'est le monument le plus emblématique de France et de Paris. Il n'est pas classé. Elle a dit, je vous le classe si vous voulez, et en échange de quoi, l'État prendra à sa charge une grosse partie des travaux de restauration, non seulement en cours, mais futurs. Et la maire de Paris a dit, surtout pas. Je pense qu'elle n'a pas envie que l'État mette son nez dans les comptes de la Tour Eiffel. La CRC l'a fait un peu plus tard. C'est dommage d'avoir eu et la transparence des comptes qui révèle le drame, et l'absence d'aide de l'État qui est tout à fait légitime pour la Tour Eiffel. Donc le fait de classer monument historique, selon vous, c'est pas une solution parce que Olivier Berthelot Eiffel... je dis que c'est une solution parce que les travaux sont pris à 30% en charge par l'État. Donc c'est un gros avantage pour les travaux qui sont coûteux, qui sont nécessaires très régulièrement, et là l'État prendrait à sa charge une grosse partie des travaux. Parce qu'Olivier Berthelot Eiffel, qui est donc président de l'association des descendants de Gustave Eiffel, dit que les avis sont partagés dans sa famille et que cette protection permettrait de renforcer, donc c'est ce que vous dites, les moyens de la Tour Eiffel par des subventions de l'État, mais il serait indécent de les demander quand la tour a la chance de s'auto-entretenir et que le patrimoine de notre pays en a besoin, et puis 130 ans après sa construction, la Tour Eiffel est toujours là, bien entretenue. Donc les avis sont... Je lui recommande de lire le rapport de la CRC et de se faire une opinion après lecture. Je pense qu'il l'a lu, il l'a lu d'ailleurs puisqu'il a été interrogé à ce sujet, il a répondu et selon lui il estime que on n'est pas en alerte rouge sur la Tour Eiffel. Que pense-t-il des 90 millions de dettes, de la redevance de 50 millions par an dans les années qui viennent et du rapport qui dit qu'on n'est pas loin de la ligne rouge, d'un défaut de paiement et de recapitalisation nécessaire? Moi j'aimerais bien avoir son avis là-dessus. Alors il va falloir également limiter les coûts internes. Mais par exemple, quand il faut, vous en parliez un peu tout à l'heure, quand il faut toujours plus de sécurité, ça coûte de l'argent, comment on fait pour limiter les coûts internes quand on a besoin, par exemple, d'agents? La sécurité, clairement, il y a eu besoin de plus d'agents en 2016 avec le risque terroriste, où il y a eu quand même une baisse de fréquentation à cause de la crainte des attentats, et c'est pour ça que cette barrière de verre a été construite d'ailleurs. Donc ça explique une partie de l'augmentation des postes. Il y a d'autres parties qui s'expliquent moins, et là je ne sais pas si vous pouvez nous apprendre un peu plus sur ce qui explique les augmentations de salaire des cadres, des employés de la Tour Eiffel qui sont déjà parmi les mieux rémunérés des agents de l'Île-de-France. Voilà, ça c'est quand même des zones d'ombre sur lesquelles la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes attire l'œil, quoi. Je ne l'explique pas, d'autant que ce ne sont pas les vigiles qui sont externes, qui sont en général très mal payés, qui pèsent dans la balance. C'est plutôt les gens derrière leur bureau et qui font la promotion de la Tour Eiffel et qui n'a pas besoin de promotion d'ailleurs, et qui sont ou derrière le guichet qu'on maintient artificiellement ouvert alors en limitant les ventes en ligne. Donc je pense que la masse salariale, il y a une dérive. Il faut demander au président Jean-François Martin pourquoi une telle dérive et pourquoi de telles primes sans justification. Trop de bureaucratie en fait. Par exemple, et des salaires de cadre supérieur d'Île-de-France pour des gens qui sont derrière leur bureau sans avoir de risque. Ouais. D'autant qu'on parle de classement monument historique pour transvaser le coût de l'entretien en fait, et de l'investissement à l'État. Mais là, la crise, c'est une crise du fonctionnement.
C'est le résultat d'exploitation qui est négatif tous les ans. Je pense que les agents des musées nationaux, par exemple, seraient très heureux d'avoir les revenus des agents de la Tour Eiffel. Beaucoup d'agents publics... Ils n'ont pas les mêmes horaires aussi. Ils n'ont pas les mêmes horaires, mais ça se paye, les primes. Et puis les nocturnes du Louvre ou les nuits blanches au Louvre, ça se paye, il y a des primes. Mais je pense qu'ils seraient très heureux, après prime, d'avoir le même revenu que les agents de la Tour Eiffel, qu'ils échangent. Mais 93% des 600 salariés sont en CDI. Est-ce que c'est un modèle économique viable, par exemple, pour un tel monument ? Moi, je ne suis pas derrière le pilotage, il faut demander à Jean-François Martin, mais je pense que c'est à la dérive financière, matérielle et ressources humaines, gestion des ressources humaines. Alors justement, une dérive qui est pointée du doigt dans le rapport, c'est que, notamment le fait que les primes soient automatiques, non conditionnées à la performance, et en plus, il pointe du doigt un absentéisme assez énorme pour ce... C'est inéquitable, parce que l'agent qui travaille bien à la mairie de Paris, qui voit son collègue qui n'a pas le même statut, mais qui est nettement mieux payé, avec des horaires peut-être un peu différents, mais avec des temps de rattrapage et puis des temps libres très importants, nettement mieux payé. Il se dit pourquoi est-ce que je suis dans la rue à servir les Parisiens. Donc ça crée un sentiment d'inéquité au sein des agents de la mairie, par exemple. La justice, c'est qu'à travail relativement égal, on a des revenus relativement égaux. Et les policiers municipaux qui travaillent la nuit, il n'y en a pas beaucoup, pas assez d'ailleurs, mais ceux qui travaillent la nuit, je ne suis pas sûr que leurs revenus atteignent 3/4 de ce que touchent les agents de la Tour Eiffel. Je m'interroge sur les priorités de la mairie et sur la manière de gérer cette Tour Eiffel, qui est à la fois une vache à lait, pas entretenue, en état préoccupant et avec une gestion des ressources humaines très légère de la part de gens qui sont en train de couper dans la culture, de couper partout à la mairie de Paris parce qu'ils voient bien qu'ils ont eu un déficit en 2024 dans les comptes, ce qui est illégal. Le déficit du budget courant d'une mairie ne peut pas être négatif. Ils étaient négatifs de 125 millions. Erreur. Alors, ce n'est pas suffisant pour une mise sous tutelle, mais ça soulève la question de la gestion financière de la ville. Et bien, la 7, on creuse la dette, on tire tout ce qu'on peut, on ne gère pas les effectifs. C'est vraiment l'absence totale de gestion. C'est un laxisme, et on retrouve l'ambiance d'ailleurs quand on est accueilli. C'est quand même, vu le monument, l'accueil et la sortie sont dans un état de délabrement. C'est pas très rassurant, quoi. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été contrôlées même par la 7. Ils ne pouvaient pas envisager. Sur les normes, on parlait du plomb tout à l'heure. Les contrôles du plomb quand on refait les peintures ont été, les normes ont explosé après l'incendie de Notre-Dame. Finalement en 2017 où il y a eu 400 tonnes de plomb quand même qui ont fondu. Il y a eu c'est encore aujourd'hui un problème qui n'est pas tranché. Donc les contrôles au plomb ont augmenté les coûts d'entretien et les coûts de peinture. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles, par exemple sur la rénovation de l'ascenseur, il y a eu la Chambre régionale des comptes pointe un manque d'anticipation et qui a présenté des plans qui étaient des plans complètement datés. Et donc là, il y a quelque chose qui a été mal géré. Mais depuis 2016, ça va faire 10 ans l'année prochaine, il y a quand même un comité d'audit et un comité stratégique sur lequel la mairie de Paris a droit de regard. Comment on explique que la Cour des comptes, aujourd'hui, pointe le fait qu'il n'y ait pas de débat, qu'il n'y ait pas de vrai regard qui soit mis de rappel à l'ordre, de contrôle, tout simplement. C'est l'image de cette boîte noire de la mairie de Paris dont rien ne sort. Et ce qui a été soulevé au moment du début de la rénovation, donc enlever la peinture, découvrir le plomb, appliquer les normes pour sécuriser les ouvriers et les artisans qui travaillent sur le chantier, déjà le chantier avait du retard. Il a pris encore plus de retard, d'où cette rouille envahissante. Mais en fait, une recommandation, c'est de faire appel à des cabinets extérieurs qui ont l'expertise que la Tour Eiffel n'a plus. Mais ça va coûter cher, ça. Ça, c'est un prix. Mais il faut mettre le prix dans la sécurité, dans les vraies expertises, plutôt que dans des gens dans leur bureau derrière leur écran. Et qui n'ont pas une utilité suffisante et qui ont des primes sans avoir une justification derrière. Donc l'argent est mal attribué, l'allocation de la ressource publique est mal faite, sans parler de la dissimulation de la dette, une fois de plus, dans une entité paramunicipale. Qui détient la dette de la 7 ? C'est la 7. C'est la 7, oui. Elle n'apparaît pas au bilan de la mairie de Paris. Du tout. Qui est propriétaire à 99%. Donc il n'y a pas de consolidation. Les bailleurs sociaux, un jour vous ferez une émission sur les bailleurs sociaux, une nouvelle, leur dette n'est pas consolidée avec la mairie de Paris. On ne la connaît pas d'ailleurs, elle n'est pas en ligne, elle n'est pas publique. Il y a 3 bailleurs sociaux qui appartiennent à la mairie, les contribuables auraient le droit de savoir. J'ai demandé officiellement à la mairie de Paris, je n'ai pas eu le retour. Je ne connais pas le montant de la dette des bailleurs sociaux, dont la mairie est responsable et est-ce que c'est 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards en plus des 12 milliards actuels de la mairie de Paris. Donc ça veut dire que si on rajoute 20 milliards, on est à plus de 30 milliards de dettes. Parce que la mairie est solidaire de cette dette des bailleurs sociaux. Elle n'est pas publique. Donc toutes ces entités, 90 millions à la Tour Eiffel, 10, 15 ou 20 milliards chez les bailleurs sociaux, 500 millions ici. En fait, il y a une multitude d'entités comme ça dont la dette disparaît mystérieusement de la transparence des comptes de la ville. D'accord, mais alors la Tour Eiffel, elle est là dans l'avenir. Elle ne va pas bouger.
Elle n'a pas bougé. Elle n'est pas menacée, elle ne va pas s'effondrer, on peut quand même se rassurer là-dessus. Est-ce qu'il y a un changement de business model qu'il faut établir? Est-ce qu'il faut diminuer cette dette? Quel avenir là, pour les finances de la Tour Eiffel? Parce que finalement, est-ce qu'on a décidé simplement d'avoir un symbole qui serait pas rentable, mais qui serait là parce qu'il est là et ça vaut le coup qu'il nous coûte? Ou est-ce qu'il y a une autre voie possible? Il faut une direction sérieuse qui traite l'asset qui est une société privée comme une société privée, avec une gestion des ressources humaines qui est digne de ce nom, avec des budgets prévisionnels carrés, et je pense plutôt des redevances indexées sur les résultats. Si les résultats sont mauvais parce que l'EBITDA est trop faible et que le revenu d'exploitation est négatif, pas de redevance. Si la redevance est positive, on verse une partie à la mairie. Donc c'est un programme donnant-donnant, avec une incitation du directeur alignée sur les résultats et sur l'état de Donc on peut avoir une prime de la direction et des cadres de l'asset alignés sur les performances financières et sur l'état matériel de la Tour Eiffel, avec un regard extérieur d'ingénieurs qui viennent faire tous les 7-8 ans, lorsqu'il faut faire une rénovation, un constat extérieur et pas interne. Ça, c'est la gestion saine d'une entreprise. Aujourd'hui, c'est 50 millions ici, on recapitalise un coup, personne n'y comprend plus rien, la mairie tire son épingle du jeu et elle dépense une dette qui grossit. Gérons ça comme une entreprise saine, digne de ce nom, et pas comme une nébuleuse de la mairie de Paris qui joue au bonneteau avec l'argent des Parisiens. Alors vous dites personne n'y comprend rien. En revanche, il y a quelque chose que les Parisiens comme les touristes voient très bien et comprennent parfaitement, c'est le problème sécuritaire. On en parlait tout à l'heure autour de la Tour Eiffel. Alors évidemment, vous dénoncez l'espèce de cadre en plexiglas qui a été posé autour, qui en plus fait qu'il y a seulement 2 files d'attente qui donc sont très longues, peuvent décourager les touristes, etc. Ça, on l'entend tous, mais comment concilier fluidité et sécurité ? C'est une très bonne question. Moi, je ne suis pas agent de sécurité, je ne suis pas ingénieur de sécurité. Non, mais la politique joue là-dessus. Vous pouvez garder une fluidité sous la Tour Eiffel avec des piliers peut-être isolés pour éviter justement l'approche des piliers. Déjà, vous avez des murailles de piliers en béton, de plombs en béton pour empêcher l'attaque aux camions. Donc, c'est un enjeu qu'il faut voir avec des professionnels. Mais c'est un enjeu très politique. Mais là, on a des queues qui sont gigantesques. Donc, si vous voulez poser une bombe, visez directement la queue. Mais ça, c'est pas tout le cas. Non, mais je veux dire que quand on dans les enjeux de sécurité, il faut faire un bilan, un constat avec une agence spécialisée. Et le but, c'est d'arriver à un équilibre entre le plaisir des Parisiens qui ont le droit de profiter de leur Tour Eiffel au moins en dessous, et puis les touristes. Et vous pouvez avoir des queues sécurisées mais balisées, et beaucoup d'entreprises savent gérer des queues immenses sans que ça déborde de partout et sans faire des kilomètres, et laisser l'accès ouvert libre au milieu, qui est quand même un très vaste espace. Donc on sent que ça a été posé à la va-vite, sans étude d'impact, sans étude de quoi que ce soit. Oui, mais en même temps, ça devait forcément être fait à la va-vite, puisqu'on est en 2016. Il fallait un dispositif rapide, on ne pouvait pas laisser la Tour Eiffel comme ça. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je pense que ça méritait un petit audit préalable. On peut ne pas agir dans la précipitation et réfléchir un tout petit peu avec des experts. On sent que ça a été fait juste à la va-vite, sans aucun échange avec des boîtes dont c'est le métier. Donc ça a été fait de manière grossière, assez hideuse, et qui gâche la vie des Parisiens. Donc, et puis, depuis 2016, il s'est passé des choses quand même. On aurait pu l'ouvrir. Ça évolue, une barrière. Là, ça n'évolue pas. Donc tous les habitants de Paris qui aiment se balader dessous, et les franciliens qui ont droit aussi, parce que c'est même national, tous les Français, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas être dessous pour voir cette perspective majestueuse, métallique, très design, très graphique, qui était photographiée par des grands noms de la photographie, et on nous gâche un plaisir. Et on nous taxe sur ce plaisir gâché. Ça fait beaucoup d'effets négatifs quand même pour les Parisiens à avaler. Alors on est habitué. J'entends bien, mais en même temps, il va falloir expliquer aux Parisiens que si on fait appel à des cabinets privés, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, ça va coûter de l'argent et ça prend du temps. Absolument. Mais pour moi, c'est l'expertise qui apporte des résultats. Et aujourd'hui, on est sûr, parce qu'on a l'impression que l'utilisation des cabinets privés, parfois on l'utilise beaucoup, ça coûte beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on est sûr que c'est toujours très utile? La même question se pose partout en France, dans les entreprises privées, dans les collectivités territoriales et au niveau de l'État. C'est aux élus ensuite de faire appel à bon escient aux expertises privées, dont c'est le métier, qui font ça dans pas mal de chantiers, d'où leur expertise avec l'expérience. Il ne faut pas en abuser. Donc après, c'est une question de gestion, mais c'est pas noir ou blanc, vous voyez, c'est pas binaire comme enjeu. Mais aujourd'hui, la Tour Eiffel a refusé cette expertise extérieure, et on voit l'état de délabrement de la Tour Eiffel qui inquiète beaucoup d'ingénieurs de structures. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le boulot. Donc il faut savoir mettre de l'argent où il le faut, et pas le mettre dans des primes de gens qui n'ont pas de risque, pas de performance particulière, et qui n'ont pas de justification pour ces primes. C'est une question de bonne allocation des ressources publiques.
Est-ce que ça soulève simplement des débats à la mairie au moment du vote du budget? Parce que une recapitalisation de 75 millions, ça faisait un quart finalement de l'épargne brute dégagée par la mairie l'année dernière. C'est en 2 fois, 75. Hein. Oui, c'est 75. Ah oui, on s'est opposé en disant soit vous recapitalisez, mais dans ce cas vous mettez un contrat sérieux de concession, et puis vous ne prenez pas une redevance monstrueuse lorsqu'il y a une perte d'exploitation. Mais on ne peut pas recapitaliser pour revider et recapitaliser à nouveau. C'est un jeu d'equity et de dette qui n'est pas normal pour une société privée, même si elle appartient à la mairie de Paris. Donc oui, on s'est élevé évidemment contre ça, mais comme tellement de sujets à la mairie de Paris, on a 10 conseils de Paris par an, ils durent 4 jours, ça fait 40 jours de conseils de Paris. C'est 11 milliards d'euros de budget, la mairie de Paris. 11 milliards, 60 millions une année et 15 millions une autre. Pour la mairie de Paris, c'est une paille. Pour les contribuables comme nous, c'est pas une paille et ça commence à vraiment faire mal. Donc ça a piqué. On a contesté ces actions financières, on a contesté l'état de la Tour Eiffel, donc on a vraiment soulevé le sujet. D'ailleurs, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, le sujet a été soulevé. La presse a repris ces images et ces constats en Conseil de Paris. Donc ce qu'on a dit au Conseil de Paris n'est pas resté dans l'oreille d'un sourd. Je pense que beaucoup de Parisiens maintenant sont conscients de cet enjeu de la Tour Eiffel. On les rassure quand même, la Tour Eiffel ne va pas s'effondrer demain. Non. Mais il faut la reprendre en main, il ne faut pas la laisser se déliter comme ça, il ne faut pas en faire une vache à lait, il ne faut pas planquer de la dette à l'insu des Parisiens. Les finances, c'est suffisamment sérieux pour assurer la transparence des dettes, des déficits, parce que les impôts, quand on paye des impôts, on a le droit de savoir où va l'argent et où la dette se planque, parce que la dette, c'est l'impôt de demain. Donc le problème, c'est un problème d'opacité finalement. Exactement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur le sujet. On passe tout de suite à la partie culture. Jacques-Louis David, icône de la peinture, de la révolution et de la communication, est actuellement mis à l'honneur au Louvre, au musée du Louvre depuis hier. Alors pour en parler avec nous en plateau aujourd'hui, on reçoit Sébastien Allard, qui est conservateur général du patrimoine, directeur du département des peintures musée du Louvre. Merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui. Alors une première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'on qualifie souvent David de peintre néoclassique, mais dans votre exposition, vous réfutez ce terme. Pourquoi ? Oui, alors on réfute le terme néoclassique parce que ce sont des termes d'une certaine manière prêts à penser. Une fois qu'on a dit néoclassique, trop simple, on ne donne pas de définition et on croit que ça marche. Et en fait, et puis le terme néoclassique donne quelque chose de très formel, de très même formaliste. Ce qui ne va pas à David. Ce qui ne va pas à quelqu'un comme David, qui a eu une vie avec beaucoup d'activités, qui était peintre, mais qui a été aussi homme politique. Bien sûr. Et donc ce qu'il a fait comme choix classique, c'était une manière de parler à son époque et de donner du sens, par la référence à l'antique, entre autres, à cette époque extrêmement troublée. Mais alors justement, comment est-ce qu'on peut qualifier David? Est-ce qu'on peut le qualifier finalement de révolutionnaire? Alors David, à tous les sens du terme, est révolutionnaire, artistiquement et politiquement. C'est peut-être le premier artiste qui a ce rôle politique très très important, notamment en 1793-94, sous ce qu'on a appelé la Terreur. Il est proche de Robespierre, il a même été président de la Convention nationale, il est membre du comité d'instruction publique, membre du comité de sûreté générale, donc sa peinture est d'une certaine manière son instrument, son arme pour agir dans la société. Et alors pour comprendre un peu tout ça, justement, on va revenir sur l'histoire de David, qui est passionnante. L'exposition suit le parcours de l'artiste, qui en fait reflète, vous venez de le dire, son histoire. On suit à travers sa peinture et donc dans l'exposition toute l'histoire de David. Alors on suit l'histoire de David et l'histoire de France, parce que David est un tel acteur de son temps. Il a connu 6 régimes politiques, il commence sous l'Ancien Régime, il est très actif pendant la Révolution, puis il chute avec Robespierre, puis il revient sur le devant de la scène avec Bonaparte. Il est le premier peintre de l'empereur lorsque Bonaparte devient Napoléon. Il peint ce fameux tableau du Sacre, qui en réalité est le couronnement de Joséphine. Et puis, après Waterloo, avec les Bourbons qui reviennent sur le trône, il est exilé à Bruxelles. Alors là, on a vu un petit peu son parcours, on va y revenir un peu plus précisément. On découvre au tout début de l'exposition, et ça frappe vraiment, je pense, toutes les personnes qui vont aller la voir, 2 œuvres très originales, très colorées, et c'est vrai qu'en les voyant, on se dit, pas du tout du David. Ça, expliquez-nous ces 2 œuvres. Oui, alors on a souvent pensé que David, c'est le monument.
Voilà. Et donc le monument, c'est un peu lourd, un peu austère. C'est vrai que sa peinture est austère, mais elle est extrêmement colorée. Si vous regardez Le Serment des Horaces, qui est le tableau qui le lance sur la scène française et internationale, on a des rouges, des bleus intenses, et en même temps des teintes extrêmement subtiles, des roses, des gris, qui trahissent aussi le goût encore de la fin du XVIIIe siècle, dont il est l'héritier, et cette peinture qu'il va révolutionner avec ce fameux tableau du Serment des Horaces. Alors juste avant le Serment des Horaces, je reviens justement parce que c'est un peu le tableau qui va le faire émerger. À l'époque, c'est compliqué un peu pour être reconnu comme peintre. Et alors justement, pour être lauréat du Grand Prix de Rome, il est obligé de s'adapter un peu aux goûts de l'époque qui ne sont pas les siens et qui ne sont pas ceux qu'on lui connaît. Exactement, il connaît 4 échecs au Grand Prix avec des peintures qui sont encore dans un goût rocaille, on dirait rococo, très animé, avec des couleurs un petit peu artificielles, des personnages qui s'agitent. Et puis, il va lui falloir, pour s'adapter au goût de l'époque, se canaliser ou canaliser ce goût. Et c'est ce qu'il va faire et porter à son sommet avec le Serment des Horaces. Et alors, il échoue 4 fois, il finit donc enfin par obtenir ce Graal, parce que c'est un Graal pour lui à l'époque. Oui. Et donc, il arrive à Rome. Et là, il découvre pas seulement Rome, il découvre aussi Naples. Oui. Et sa grande inspiration, celle qui le suivra toute sa vie, c'est le Caravage. Oui, alors ça, c'est une chose nouvelle qu'on apporte dans l'exposition, c'est qu'on a souvent souligné le lien de David avec l'antique, il peint des sujets antiques, le lien avec la peinture du XVIIe siècle, avec en particulier Poussin, mais la figure qui revient tout le temps, tout au long de sa vie, c'est celle de Caravage et du réalisme de Caravage. Et David tente de mettre ensemble l'idéal, quelque chose de très pur, qu'il trouve dans l'antique et chez Poussin, avec le réalisme de Caravage, les puissants clairs-obscurs, des personnages parfois très caractérisés. Oui, c'est ça. En fait, il va à l'essentiel dans ces tableaux. Il n'y a pas énormément de détails et en même temps, tout est dans les détails, tout est très précis. Mais les personnages sont simples, sont au centre et c'est ce qui fait la force et la spécificité de David. Une fois que Jacques-Louis David est à Rome, là, il perfectionne son art, il puise l'inspiration, évidemment à Rome, à Naples, on l'a vu. C'est assez rare pour l'époque ou pas ? Non, aller à Rome, ça c'est assez courant et on commence aussi à aller à Naples en raison des fouilles d'Herculanum de Pompéi. Donc de ce point de vue-là, il est entré dans le moule. Un moule qu'ensuite il va essayer de faire éclater une fois qu'il sera lui-même devenu académicien. Et alors justement, donc on en parlait tout à l'heure, le Serment des Horaces. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire du Serment des Horaces parce que c'est véritablement ça qui va le faire émerger. Qu'est-ce qui est si spécifique à l'époque dans cette peinture? En plus, il l'a fait un petit peu avant ses concurrents qui sont légèrement plus âgés que lui, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire? Oui, alors David est académicien et à peine nommé académicien, il dit « je repars pour Rome ». Alors ça fait un petit peu scandale pour y peindre ce qui doit être son chef-d'œuvre, le serment des Horaces. Pourquoi il retourne à Rome? Parce qu'il estime qu'il n'a pas terminé le travail qu'il avait entrepris lorsqu'il était à l'Académie de France, et donc il veut revoir plus précisément l'antique, mais aussi parce qu'à l'époque, Rome, c'est là où se réunit toute l'Europe artistique, et donc il veut montrer son tableau à l'Europe entière, avant de le présenter à Paris pour éviter les cabales, les critiques qu'il peut... voilà. Et ce tableau fait l'effet d'une bombe, parce qu'on n'a jamais connu un tableau, déjà il est très grand, un tableau aussi austère. Même un critique a décrit le tableau en disant on a un trou, un groupe, un trou, un groupe, parce que ça manque, ce que vous disiez, ça manquait de détails. Voilà, tout est concentré sur les figures avec une énergétique. Quand on est dans l'exposition, on a accroché les tableaux plus bas, donc on est au niveau des personnages et on est pris dans l'énergie du serment. Et puis il oppose le groupe des hommes, très énergétique, et le groupe des femmes qui pleurent le destin tragique, parce que 2 des frères vont mourir. Et donc, il nous confronte. C'est aussi quelqu'un qui a rénové le théâtre, et donc il nous confronte à une action. On y participe, d'une certaine manière. Le destin le plus tragique sur ce tableau, moi, je trouve que c'est celui de la sœur, finalement. Exactement. Est-ce qu'on peut rappeler son destin ? Parce que la sœur va être tuée par son frère, parce qu'elle pleure, une histoire bien complexe et terrible, son amant mort,
qui faisait partie de l'autre camp. C'était ses frères ou son amant. Ou son amant. C'est terrible. Et alors, quelque chose qui surprend dans sa peinture, à chaque fois, ce sont les thèmes choisis. On a les Horaces, on a l'enlèvement des Sabines, on a la mort de Socrate, on a Andromaque. C'est des thèmes très antiques. Pourquoi ces thèmes-là particulièrement? Alors, ce sont des thèmes antiques, d'une part parce qu'il y avait un renouveau de l'Antiquité à partir des années 1780. Ce sont des thèmes antiques, ce sont aussi des thèmes du théâtre. Les Horaces est inspiré de Corneille, Andromaque de Racine et, comme je vous le disais, David est dans ce milieu du théâtre. Et puis, ce sont des thèmes qui portent des vertus civiques. Les Encore Horaces, là, on retrouve son engagement. le côté politique, avant même la Révolution, parce que les Horaces, on est en 1785. Les Horaces, c'est la défense de la patrie. Voilà, donc il va travailler tous ces thèmes qui, pour nous paraissent des thèmes antiques, mais qui, à l'époque, étaient très nouveaux. On n'était plus dans l'époque précédente, dans les années 1760, on peignait beaucoup les amours des dieux, la mythologie, et là, on revient à des grands thèmes tragiques et politiques. Et en même temps, de tout ce que vous me dites depuis le début, je me dis qu'en fait, David était un grand communicant pour son époque. Ah ben, c'est peut-être le premier des grands communicants et communicants politiques. Certains diraient propagandiste, mais effectivement, il est communicant non seulement en raison de son rôle propre politique, mais aussi par la façon dont il conçoit ces images, comme vous l'avez souligné il y a peu, réduites à l'essentiel. Donc, une fois que vous avez vu les Horaces, une fois que vous avez vu Marat, ou même le Sacre, qui est un peu plus chargé, ça s'inscrit immédiatement dans votre mémoire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ces images ont servi ensuite dans tous les manuels scolaires. Presque mythique. En fait. Ah ben ça devient mythique. C'est très utilisé dans la publicité aujourd'hui. Donc c'est des symboles, en fait. C'est comme, oui, des symboles, enfin des choses qui constituent notre imaginaire collectif. Et alors, son dessin sont extrêmement précis. En fait, ça dit quelque chose ici de l'époque, c'est-à-dire qu'on en apprend de plus en plus. En fait, c'est un peintre historique parce qu'il se sert des connaissances et des avancées de la science et de l'histoire, notamment justement sur le thème antique. Et donc, tous ces tableaux sont précis et historiques. Ces tableaux sont effectivement absolument précis, aussi bien sur l'antique que sur les sujets contemporains, parce qu'il peint des sujets antiques et, à partir de la Révolution en particulier, des sujets contemporains. Ils sont très informés, mais en même temps, cette réalité ou ces connaissances archéologiques sont transformées dans une image qui est destinée à expliquer le monde et à agir sur le monde. Donc c'est en ça que ça devient des tableaux symboliques, si vous voulez. Et alors cette précision, elle va jusqu'à déshabiller ces sujets. Ça, je l'ai appris dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que comme ça, je pense que c'est un petit peu surprenant. Mais c'est assez fascinant. Alors, effectivement, au début de la Révolution, il doit peindre l'événement fondateur de la Révolution, qui est le serment du jeu de paume. Les députés du tiers-État se réunissent dans la salle du jeu de paume et décident de n'en sortir. On peut rappeler en quelle année? Ça, on est en 1789. En juin 1789, et décident de n'en sortir que lorsqu'ils auront donné une constitution à la France. Bon, ils n'y arriveront pas dans l'immédiat, et donc David est chargé de peindre dans une toile immense qui devait faire 10 mètres de long sur 6 mètres de haut, l'épisode. Simplement, la question qui se pose, il doit peindre un sujet contemporain, ce qui est déjà assez nouveau, bien sûr, pour l'éternité. Et alors, il se dit, mais comment je vais faire? Alors, il fait d'abord un grand dessin où tout le monde est habillé, comme un reportage d'une certaine manière. Il le reporte sur cette immense toile, et puis il se dit, ça manque d'idéal. Donc, il déshabille, il reporte les personnages habillés, puis il les déshabille pour les idéaliser d'une certaine manière, et puis ensuite les rhabille. C'était un des enjeux qui se posait. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces nus qu'on voit sur cette immense toile qui est présentée de façon exceptionnelle au Louvre, c'est que ces nus reprennent des prototypes antiques. Oui, parce qu'on imagine bien que tous dans la salle du serment du jeu de paume n'avaient pas des corps non, exactement. Pareil, mais il essaye derrière le costume de rendre quelque chose des musculatures ou de la forme de ces corps antiques qui sont des corps idéaux. Et héroïque. Et héroïque. Et héroïque, voilà. Bien sûr. Alors, David est le sujet du nouveau numéro du Figaro hors série, dans lequel on peut en apprendre beaucoup sur le peintre. Et l'éditorial du magazine, je trouve, porte très bien son nom, le peintre de la terreur. On a commencé à en parler tout à l'heure, parce que là, on arrive, donc la Révolution. David, il prend toute sa place. C'est un peintre très engagé. Il peint des héros de la Révolution. C'est un communicant, on l'a vu. Mais, par exemple, Marat, est-ce qu'on peut revenir sur ce symbole ? Et également un autre qui est moins connu, celui d'un enfant vendéen qui tient une cocarde dans les mains
il crée des mythes comme ça. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est qu'il participe à l'image du mythe, en fait. Donc il y a Marat, qui est ce journaliste très très virulent, assassiné par Charlotte Corday en juillet 1793. Il se trouve que David était un proche de Marat, politiquement et aussi amicalement. Et donc, après l'assassinat de Marat, il est chargé d'organiser les funérailles de Marat et de peindre un tableau qui sera exposé dans la salle d'assemblée. C'est ce fameux tableau de Marat assassiné qui aujourd'hui est au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Et là, on a un peu tout le résumé de ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a le cadavre de Marat dans une baignoire, idéalisé. Bien sûr, parce qu'il était malade. Il était malade, il avait des problèmes de peau. Là, il est idéalisé comme un beau jeune homme. On ne sait pas exactement s'il est mort ou s'il dort. Il a un léger sourire. C'est une image christique, parce qu'il fallait à ce moment-là... C'est une nouvelle religion. Voilà, il fallait créer des martyrs de la Révolution en remplacement de la religion catholique et en remplacement aussi du culte du roi martyr, du roi Louis XVI. Rappelons que David, en tant que conventionnel, avait voté la mort de Louis XVI. Et donc il crée cette image qui est devenue le symbole de la Révolution. Et alors il traverse les époques, il arrive à s'en sortir malgré son soutien à Robespierre, très fort tout de même. On le voit dans l'exposition, il embrasse ensuite la cause de l'empereur Napoléon. Et on découvre alors dans l'exposition beaucoup de portraits. Je ne savais pas qu'il y avait autant de portraits faits par David. Alors David est un très grand portraitiste, immense portraitiste. Beaucoup de ses tableaux ont été faits pour des proches, mais pas tous. Et effectivement, dans les années 1800, en termes de portraits, il réalise son grand chef-d'œuvre qui est Madame Récamier, donc la représentation de Juliette Récamier, de cette femme du monde qui était une sorte d'icône, une sorte de Marilyn Monroe de l'époque. Enfin, mais qui n'était pas contente de son portrait. Mais qui n'a pas été contente de son portrait parce que David est sans concession. Donc, même si le modèle veut quelque chose, elle devait vouloir probablement un portrait qui soit moins distant, moins austère et majestueux, moins froid probablement, et quelque chose de plus élégant, de plus proche probablement. Et donc, elle n'a pas voulu de son portrait. Et le portrait, qui est un immense chef-d'œuvre qu'on vient de restaurer, est resté inachevé et David l'a gardé. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, David fait venir les gens dans son atelier. Il ne peint pas les gens chez lui, il les fait venir. Donc on dirait presque des photos hardcore. En fait, c'est très moderne. Exception faite pour Napoléon. Napoléon a son portrait dans son bureau. Oui, ça c'est Napoléon, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Et on sait que l'empereur Bonaparte déjà, puis Napoléon, n'aime pas trop poser. Donc effectivement, après ces portraits, qui sont des portraits de proches qu'il fait venir, David est celui qui représente le plus et le mieux Bonaparte, puis Napoléon. Et en particulier dans le tableau que vous évoquez, Napoléon dans son cabinet de travail, c'est un tableau qui n'est pas une commande de Napoléon, qui est une commande d'un lord écossais qui a commandé à David un tableau représentant Napoléon dans une action héroïque. Et que lui livre David ? Napoléon dans son cabinet de travail. Donc pour David, l'héroïsme de Napoléon, c'est de donner des institutions à la France, c'est de donner le code civil, et il est dans son bureau. Et c'est un tableau qui est, là aussi, on parlait d'images symboliques, qui ensuite va servir de modèle pour beaucoup des photos, des représentations des présidents de la République. Les photos officielles aujourd'hui ressemblent énormément à ce plateau. Il était précurseur en fait. Et alors, je reviens à l'exposition en tant que telle, parce que ce qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est qu'elle met en avant les répliques. Quel est l'apport des répliques sur une œuvre originale? Alors déjà, ça permet de voir la qualité exceptionnelle de la touche de David, parce que comme il a créé ces images politiques très importantes, on a l'impression que c'est simplement un imagier qui fait des images. Or, il fait des tableaux. On en a restauré un certain nombre. On voit l'énergie, on voit ces fonds en frottis, cette gamme colorée qu'on évoquait, très intéressante. Et puis aussi, la réplique permet de prendre conscience de la diffusion de son œuvre. Donc, il faisait souvent un tableau premier et ensuite un certain nombre de répliques qui devaient être envoyées dans toute la France ou chez des commanditaires. David étant tellement célèbre, les tableaux tellement célèbres, que certains riches commanditaires voulaient leur exemplaire de Napoléon dans son cabinet de travail. Et quelle est la différence entre une copie et une réplique? La réplique est faite dans l'atelier de David, sous le contrôle de David, avec David qui met la main, avec complètement son accord, non pas du tout, et sous son contrôle. Et ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est de jouer aussi un peu au jeu des 7 différences, parce qu'on voit qu'elles ne sont jamais complètement identiques.
Et alors, l'exposition a pu réunir de nombreuses œuvres. D'où viennent-elles? Parce que j'imagine que ça a été un travail immense pour toutes les rassembler. Alors, il y a 100 œuvres dans l'exposition, peintures et dessins. 30% viennent déjà du Louvre, mais sont vus sous un autre regard, accrochés plus bas et dans un autre contexte. Et les œuvres viennent de l'Europe entière, d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne, de tous les musées français ont prêté, et aussi des États-Unis, le Metropolitan Museum de New York, Cleveland, Washington. Donc voilà, donc une grande exposition. Merci beaucoup Sébastien Allard d'être venu nous présenter l'exposition Jacques-Louis David qui est au Louvre jusqu'au 26 janvier 2026. Et si vous voulez en savoir également encore plus sur la peinture, Jacques-Louis David est également le sujet du dernier numéro du Figaro hors série. On passe tout de suite à la partie gastronomie. C'est tout bon et aujourd'hui on parle d'un campus d'exception, le Cordon Bleu, qui fête cette année ses 130 ans. Pour l'occasion, un concours culinaire était organisé et nous avons la chance de recevoir sur le plateau son grand gagnant. Fabien Taveres, vous êtes chef de partie confirmé Potel et Chabot, et le chef Éric Briffard, vous êtes directeur du Cordon Bleu. Merci beaucoup d'être présent. Alors c'est les 130 ans de l'école Cordon Bleu. J'imagine que c'est une fierté pour vous deux d'en faire partie. Qu'est-ce que ça vous fait de faire partie d'une lignée aussi prestigieuse ? Toi étudiant. Allez-y. Voilà. Donc en tant qu'étudiant, ça a été un plaisir pour moi d'intégrer cet institut en tant qu'étudiant en 2020. Donc j'ai eu la chance de me laisser bercer pendant 4 ans dans cette école et d'apprendre auprès de grands chefs, de belles techniques, de découvrir de beaux produits. C'était un honneur pour moi. Comment vous êtes arrivé à rentrer dans cette école ? En fait, je voulais une expérience culinaire pour une reconversion professionnelle qui, au-delà d'être technique, était aussi multiculturelle. Donc c'est quelque chose qu'on a au Cordon Bleu et que je trouve qui est fantastique, qu'on s'enrichit des cours mais aussi des autres étudiants. D'accord, donc tout le monde s'apporte beaucoup en fait dans cette école. Tout à fait. Le Cordon Bleu actuellement c'est le premier réseau mondial d'art culinaire dans le monde. Nous avons 35 instituts, donc effectivement on a le plaisir au quotidien d'avoir des étudiants avec une moyenne d'âge de 27 ans. Pour les cursus culinaires, pâtisserie, cuisine, boulangerie, énologie. Mais on a également du management supérieur, en études supérieures, avec un bachelor avec l'université de Dauphine, Paris-Dauphine. Et le Cordon Bleu, aujourd'hui, représente 20 000 étudiants diplômés par an dans le monde. 20 000 talents, voilà. Et c'est un peu l'art à la française et l'excellence à la française qu'on permet d'exporter finalement. C'est exactement ça. Et depuis 1895, on va fêter notre 130e anniversaire cette année. Il y a toute une saga Cordon Bleu depuis 1895. Le Cordon Bleu avec Audrey Hepburn qui a joué le rôle d'une étudiante. Après Julia Child, une grande américaine qui a représenté la cuisine française aux États-Unis dans les émissions télévisées. Meryl Streep qui a joué le rôle de cette dame, Julia Child. Et sans compter le Cordon Bleu qui avait participé au repas de préparation pour le couronnement de la reine Elisabeth d'Angleterre. Incroyable. Donc, vous voyez, on a vraiment Et le Cordon Bleu, depuis, s'est diversifié grâce à M. André Cointreau, qui est le président depuis 38-40 ans. Et après avoir acheté 4 écoles, aujourd'hui, avec les développements qui sont en cours, on aura bientôt 40 instituts vraiment partout sur le globe. C'est impressionnant. Et alors pour marquer le coup, justement, vous le disiez, il y a plein d'événements pour les 130 ans, et notamment un concours culinaire que vous avez gagné. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Le thème, c'était le lieu noir, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un poisson qui nous est venu directement de Norvège, un très beau produit. Un produit que j'ai eu la chance d'apprendre à cuisiner pendant ce concours. J'avais déjà cuisiné le lieu jaune, mais jamais le lieu noir encore, donc j'ai dû me familiariser avec le produit. Ça a été très enrichissant comme expérience. C'est un thème difficile à aborder, le lieu noir, c'est compliqué à cuisiner ou pas? J'y connais rien, je suis très mauvaise cuisinière, donc expliquez-moi. Les premiers essais ont été difficiles. On va dire que j'ai eu du mal à trouver la cuisson juste pour un poisson qui est très délicat, peu gras et assez fragile. Donc une fois que j'ai trouvé la bonne cuisson, c'est vrai que ça allait mieux, ça m'a relâché d'une énorme pression. Mais le thème, vous l'avez en avance, vous aviez pu travailler le produit avant, combien de temps de préparation? On a eu le thème 2 semaines en avance, donc 2 semaines de réflexion. À cause du travail, j'ai eu 2 jours pour m'entraîner. J'ai eu la chance de réussir à trouver tous les produits pour m'entraîner 4 fois entièrement. D'accord. C'est-à-dire entièrement, ça c'est sur une journée, sur une matinée? Oui, vous aviez 3 heures de travail environ. C'est ça, chef. Et la particularité, c'est que c'était un partenariat qu'on a fait pour les 130 ans. C'était que des alumni, donc des anciens étudiants qu'on avait sélectionnés, qui sont tous soit des restaurateurs ou qui travaillent dans les restaurants. Et c'est un partenariat avec Seafood Norvegia.
et qui a permis de faire une belle compétition avec des lieux noirs magnifiques. C'est vrai que le lieu noir, c'est des fois un peu le parent pauvre de l'étal du poissonnier, mais c'est un poisson bien frais qui finalement nous a montré toutes ses qualités dégustatives. Et ce concours s'inscrit réellement dans ce partenariat avec le 130e anniversaire. Et on a vu des très belles réalisations, on était très fiers, et particulièrement la tienne, Fabien, qui avait un lieu qui avait le titre. Voilà. Alors justement, oui, voilà. Décrivez-nous comment est-ce que vous l'avez cuisiné, allez-y. C'est pour être sûr de maintenir une température uniforme et pas le sécher, je l'ai confié dans une huile en fait, avec beaucoup d'épices, beaucoup d'aromates, de la criste marine en fait, de la salicorne, tout ce qu'on retrouve au bord de l'océan en fait pour que ça ait du sens. On était plongé dans l'iode complètement et avec le noir et le blanc, hein, c'était... Bien sûr, c'est le nom de l'assiette, c'est le lieu noir en contraste de blanc et au-delà en fait de juste cuisiner, ça me tenait à cœur d'envoyer un message également. Par rapport à la pollution. C'était vraiment une assiette digne d'un étoilé Michelin, sans problème, ça a été unanime avec le jury. Merci beaucoup, Vous pouvez être fier là. C'est un beau compliment. Un très très beau compliment. Et alors, est-ce que la recette, j'ai vu qu'elle est disponible sur Internet, est-ce que c'est accessible à tous ou il faut quand même un peu maîtriser la cuisine? Il faut avoir un peu de matériel, il faut maîtriser un peu. D'accord, donc c'est pas la recette la plus simple. Elle est quand même accessible, je pense. Elle est quand même accessible. Et alors, le fait de gagner ce concours, qu'est-ce que ça vous apporte? Et j'ai quand même découvert que ça vous permet de remporter d'abord un voyage d'inspiration dans les îles Lofoten, si je le dis correctement. Oui. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Beaucoup d'inspiration, j'imagine? Oui, totalement. C'est un endroit que j'ai jamais visité encore, donc ça va être nouveau pour moi. C'est des lieux magnifiques. Tu vas te retrouver dans les fjords de Norvège, où j'ai pu y aller il y a quelques années, dans le souci toujours d'aller chercher les plus beaux produits. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Norvège, dans ces fjords, et de voir vraiment... des eaux d'une grande pureté et d'avoir des poissons de qualité absolument extraordinaire, des langoustilles, etc. Donc la Norvège est un pays assez rude par son climat, avec les journées qui sont très courtes à l'hiver et tout. Mais vraiment, tu vas découvrir quelque chose de fabuleux. Et puis tu reviendras également avec beaucoup d'autres produits de grande qualité. Voilà. Ça donne envie. Totalement. Vous avez hâte d'y aller? Totalement. J'ai hâte de découvrir la culture, les produits et surtout l'univers naturel qu'il y a autour de ce pays. Voilà, et si j'ai le temps, je viendrai avec toi, puis on pourra faire des 4 mains là-bas. C'est tout un programme qui donne très envie. Et alors, j'aimerais revenir sur l'école que vous avez fait tous les deux, à laquelle vous avez participé tous les deux, du moins, l'école du Cordon Bleu. Qu'est-ce que ça vous a apporté à chacun? Est-ce que ça vous a apporté l'exigence? Est-ce que vous êtes devenu très exigeant envers vous-même, envers les autres? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors moi, je suis le directeur de l'école, et je suis le directeur des arts culinaires. Ça fait 10 ans que je suis à l'Institut Cordon Bleu. Avant, j'ai un parcours de chef, pour faire très gros, rapide. J'étais l'adjoint de Joël Robuchon, j'ai ouvert un restaurant français à Tokyo à 28 ans, il y a très longtemps, en 1989. J'étais le chef de l'hôtel Plaza Athénée à Paris, du Four Seasons Georges V. Voilà. Et finalement, j'ai souhaité, dans cette idée vraiment de transmission, qui est importante à mes yeux, de transmettre vraiment toutes les valeurs de nos métiers d'aujourd'hui, qui sont bien sûr la technique, qui est importante. Le monde entier vient au Cordon Bleu aujourd'hui, on est positionné dans le monde entier parce qu'on reconnaît à la France cette particularité du savoir-faire. C'est pas par hasard si la France est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et en cela, les technicités, la codification culinaire est vraiment toujours respectée dans le monde. Donc c'est quand même une particularité. Et moi, là, cette diversité, actuellement à Paris, on a 65 nationalités différentes. C'est vrai que quand on rentre au Cordon Bleu, on est un peu dans une ambassade culinaire qui rayonne dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît au quotidien, de pouvoir transmettre le geste et puis aussi transmettre la qualité des produits. Et souvent, je conseille aux étudiants qui viennent du monde entier de leur dire, voilà, maintenant vous avez un bagage technique. Maintenant, surtout quand vous retournez dans votre pays, allez voir les petits producteurs, les hommes et les femmes qui font des qualités de produits. Et maintenant, inspirez-vous avec ces techniques. Ce n'est pas de reproduire bêtement la cuisine qu'on a vue ou française. Vous diriez que vous êtes un chef exigeant ? Oui, vous savez, le métier, l'exigence, elle est importante. Et puis, mais c'est l'exigence de passion. Moi, aujourd'hui, je sais qu'auprès des étudiants, j'ai surtout beaucoup d'empathie, parce que je suis vraiment dans l'âge de la transmission et puis de donner envie. Bien sûr, il y a toujours des étudiants qui ont un peu plus de mal. Hier, j'avais un monsieur qui avait plus de 45 ans qui est venu me voir en me disant « Oh chef, j'ai beaucoup de mal et tout ». J'ai dit « Tenez bon, vous allez voir, ça va bien se passer et tout ». Voilà.
La vraie transmission, c'est ça, c'est de donner l'envie, tromper, bah, tout le monde se trompe, c'est pas grave, c'est de se corriger, et puis après de passer des messages de bienveillance dans notre métier, et puis d'arriver à une évolution, et croyez bien qu'avec les nouvelles générations, et qui se féminisent beaucoup, je tiens quand même à dire quelque chose, qu'aujourd'hui le Cordon Bleu à Paris, c'est une majorité de femmes qui sont étudiantes. Sur les 700-800 personnes qu'on peut avoir sur les différents formats dans l'année, on est à 55-57% de femmes. Très Vous bien. voyez qu'il y a une révolution culturelle actuellement dans nos professions quand même. Fabien, exigence et discipline, c'est un peu ça qui rythme votre métier, le dernier mot? Totalement. Exigence, discipline, Exigence, et vous avez hâte de discipline. transmettre à votre tour aussi? Totalement, mais d'abord, j'ai encore énormément à apprendre. Et Très ton projet, bien. c'est quoi? J'aimerais bien pouvoir ouvrir un restaurant dans la ville natale de mes parents au Portugal, Ah ben qui est voilà. un petit village de 20 000 habitants, mais qui grandit de plus en plus et qui attire de plus en plus de touristes. Et ça sera un beau projet. Eh bien, on À vous le terme. souhaite. On vous souhaite de réussir ce projet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci à Marine Carbalet, Sixtine Mercier, Marie-Amélie Richard et Alban Bock d'avoir construit cette émission tout au long de la semaine. Et rendez-vous demain avec Damien Kienides sur la chaîne du Figaro TV.